Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, le Conseil de Pessamit qualifie une arrestation sur le nitassinan de profilage racial. Le projet Appui va pouvoir enfin voir le jour. Le gouvernement du Québec a dit oui. Et la tente chauffante érigée en l'honneur de Raphaël Napa-André au Square Cabot à Montréal. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le Conseil des Inuits de Pessamit dénonce une intervention par la Sûreté du Québec envers 2 de ses membres. Le Conseil dit que 2 hommes Inuits sans antécédents judiciaires ont été arrêtés lors d'une promenade en voiture sur leur territoire de chasse. Un reportage de Shushan Bacon. C'est assez troublant comme situation. Selon Jérôme Bacon-Saint-Onge, conseiller de Pessamit, l'intervention par la SQ sur Nitassinan envers les 2 hommes Inuits est considérée déraisonnable. Il ajoute que les 2 Inuits ne correspondaient pas à la description des suspects qui ont été épinglés 2 jours plus tard. D'après Bacon-Saint-Onge, cela ressemble à du profilage racial. Quand l'intervention a eu lieu, les policiers ont intercepté les 2 Inuits. Un autopatrouille qui bloquait le véhicule en avant, puis l'autre en arrière, puis l'intervention, le contact verbal a été établi par la voix du haut-parleur, c'est comme dans les films, par la voix du haut-parleur du véhicule de patrouille, les mains en l'air, mettez vos clés sur le toit du véhicule, sortez sans reculons, mettez-vous à genoux, menottez, mise en état d'arrestation. Le conseil de bande a demandé une enquête concernant l'intervention policière, dont l'enquête a été transférée au Bureau d'enquête indépendante. Ni la SQ, ni le Bureau des enquêtes indépendantes accordent des entrevues concernant les dossiers sous investigation. C'est le Bureau d'enquête indépendante qui allait poursuivre le dossier, un numéro de dossier qui a été ouvert. C'est pas la police qui va enquêter sur la police, c'est pas la Sûreté du Québec qui va enquêter sur la Sûreté du Québec. C'est une bonne nouvelle, c'est rassurant de notre point de vue qu'on obtienne la collaboration de tous pour mettre en lumière cette intervention. Bacon-Saint-Onge mentionne que les 2 Inuits vont être informés de l'évolution du dossier. Bien qu'ils ne veuillent pas faire d'entrevue, que ce soit avec les médias, avec qui que ce soit pour l'instant, étant donné qu'ils sont quand même assez traumatisés des événements. Là. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake, Québec. Le gouvernement du Québec a annoncé la réalisation d'un projet d'éolienne sur le Nitassinan. Ce projet est une collaboration de 50-50 entre la nation Innu et Boralex. Le projet Appui se situera à 40 km de Port-Cartier, totalisant 600 millions en investissement et débutera la construction en été 2022 pour opérer en 2024. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Les hélices éoliennes vont enfin tourner au Nitassinan. Le projet Appui a été annulé en 2018 par le gouvernement de la CAQ. Mais grâce au récent contrat pour vendre les surplus avec le Massachusetts, le projet a enfin pu voir le jour. Mike McKenzie, chef de Uashat Macmillan-Utenam, dit que le projet est historique, car la nation Innu est 50% propriétaire. Pour la première fois de notre histoire, nous sommes les promoteurs et les actionnaires d'un grand projet de développement économique national. C'est à notre tour, autrement dit, de vendre l'électricité au bénéfice de nos communautés. Le projet Appui va créer 300 emplois pour la construction et une dizaine par la suite pour la production et la maintenance de l'énergie verte et renouvelable. C'est un premier projet d'envergure où un comité va être mis en place pour maximiser les retombées tout en alliant les Allochtones nord-côtiers et les communautés Innu. Le développement des compétences est prévu grâce au centre de formation situé à Uashat Macmillan-Utenam. C'est certain qu'on a en place des mécanismes où tout le monde est représenté, puis avec l'intérêt, parce qu'on s'installe là pour 30 ans et plus. Michel Dufour, chef des CEPIT, ajoute. C'est sans précédent. Là. Je pense pas qu'on aurait vu ça là, il y a à peu près une quinzaine d'années, que les Inuits aient un projet d'envergure puis que les Allochtones du coin nous épaulent là-dedans. Là. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis
Et je pense que ça fait partie de la réconciliation là, qu'on veut avoir avec nos voisins. Selon McKinsey, les plans énergétiques de Hydro-Québec sortent aux 5 ans. Et dans cette optique... Pour nous, c'est important qu'on soit à l'avant-scène et non seulement d'obtenir souvent, les Premières Nations, on pense souvent qu'ils obtiennent seulement des redevances. Projet qui est gagnant, gagnant, gagnant. Le premier ministre a dit que cela ne sera pas le dernier partenariat qu'il annonce. Dans l'avenir, Legault dit vouloir entreprendre des ententes de développement économique avec chacune des nations autochtones au Québec. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Une tente chauffante nommée en l'honneur de Raphaël Napa-André, un homme Innu, a été retrouvé mort à l'extérieur d'un refuge montréalais, a été officiellement installé au Square Cabot, un secteur du centre-ville bien connu de la population autochtone urbaine. La mort de André a déclenché des appels en faveur d'un plus grand nombre de ressources pour les sans-abri pendant la nuit. Un couple de la nation Mohawk a lancé le bal en faisant un don de 25 000 $. Pendant ce temps, des membres de la nation Innu coordonnaient leurs actions et acheminaient des travailleurs de services d'intervention à Montréal en vue de doter la tente en personnel pendant la nuit. Le plan initial consistait à installer un chaboudoine au Square Cabot. Mais l'organisatrice, Michelle Audette, a indiqué que la principale source de préoccupation était de mettre des abris en place sous quelque forme que ce soit. Le débat est important, mais il y a des vies, puis si on parle de minutes maintenant. Là. Il fait fret, ils ont faim, puis il faut que ça aille plus vite. Le reste, le débat va continuer, mais en ce moment, il y a plein de gens qui veulent aider, plein de gens à travers les nations, ici au Québec, qui sont prêts à aller à Montréal pour donner un coup de main aux gens qui sauvent des vies là-bas. Au retour, la protection du caribou par l'abattage des loups par les voies aériennes dans les territoires du Nord-Ouest, une mesure contestée. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Il est urgent de protéger le caribou dans les territoires du Nord-Ouest, puisque la population de certaines hardes a été réduite de 80 % au cours des dernières années. Un certain nombre d'efforts de conservation a été mis en place, mais l'un d'eux est critiqué. Charlotte Morit-Jacobs en a appris davantage sur la mesure controversée d'abattage de loups par voie aérienne. Et mise en garde, ce reportage comprend des scènes de pratiques traditionnelles de la chasse, comprenant des effusions de sang. Devon Alarleux n'en est qu'à sa 3e saison de trapage, mais il partage déjà son savoir-faire. Pretty much just respecting the wildlife and making sure that you're not causing more harm to animals. So pretty much every trap that I use is for immediate death, but if I use foothold traps, for example, for wolf, I make sure that I'm on top of my game to check them every day. Ce loup s'est retrouvé pris dans l'un des 3 pièges posés par Devon Alarleux près de la petite communauté de Deta à 10 minutes de route de Yellowknife. I was able to harvest all the work put into killing wolf. It's a lot of work, and it's very time consuming and meticulous on where the wolf has to it's not playing by your rules. La fourrure lui rapportera plus de 750 $ et la carcasse 200 $ qu'il touchera en vertu du programme de mesures incitatives pour l'abattage des loups des territoires du Nord-Ouest. Le principal objectif du programme est d'aider les hardes de caribou en déclin. En 30 ans, la harde Bathurst a diminué de 98 %. Entre-temps, la harde de caribou de Blue Nose Est a été réduite de moitié en seulement 3 ans. Elle ne comprend plus que 19 000 caribous. Mais Devon Alarleux et les groupes de conservation croient que les chasseurs locaux pourraient jouer un plus grand rôle dans la diminution des populations de loups. Cela aurait pour effet direct de ralentir le déclin des hardes de caribous. Un groupe responsable de la gestion des hardes de caribous recommande que le gouvernement territorial abolisse un programme controversé de gestion du caribou visant à réduire les populations de loups.
Le programme pilote de 2020 met de l'avant un abattage des loups par voie aérienne. Dans le cadre de ce programme, des tireurs sont engagés pour abattre les loups à partir d'hélicoptères. Based on the success of the pilot project, as well as public concern that we heard, the board then made their decision to recommend discontinuing the aerial removals, but continuing the ground-based harvest to offset that need to help the herd. Jody Policy, de l'Office des ressources renouvelables, croit que le programme actuel de chasse aux loups du gouvernement territorial ne soutient pas suffisamment les trappeurs. It's more appropriate to have the harvest conducted in that way. It's more traditional. Devon Alarleux accueille favorablement l'idée d'une augmentation de son activité de pelleterie qu'occasionnerait davantage de peaux de loup. Il y a beaucoup à faire par rapport à la chasse pratiquée sur le terrain. It's pretty much luck of the draw for hunting wolves. Like every time that I've gone hunting wolves, like I've pretty much struck out. But if I'm going just out on the land, it's pretty much if I see it, I'm going to try and get after it. Il y a aussi la question des coûts. Un peu moins de 60 000 $ ont été consacrés au soutien et aux mesures incitatives concernant la chasse sur le terrain. Des chasseurs locaux ont capturé 44 loups dans les zones de gestion du caribou. Entre-temps, l'abattage par voie aérienne a coûté 320 000 $ pour tuer seulement 36 loups dans la même zone. Cela représente environ 8 900 $ par loup. APTN a demandé au ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles si ce coût lui semblait élevé. I think at the end of the day, the program was effective. We reached our targets. That's going to help the overall program for caribou recovery. So I think, and we stayed within our budget. So I think we're confident that it was a good and effective year for the first year. Back in the 1980s, when they were at the peak of 400. Le sous-ministre adjoint de l'Environnement et des Ressources naturelles ajoute qu'il était nécessaire d'effectuer l'abattage par voie aérienne pour atteindre les objectifs. There were some challenges last year. Whether the wolves were located in very difficult positions for a lot of our harvesters to access them. So by 3 months of ground-based, we were only halfway to the targets. So we went to aerial using experienced crews. So once I have the eye clear, I stick my finger inside of it. Mais Devon Alarleux croit que la meilleure façon de préserver le caribou est d'offrir plus de possibilités aux trappeurs qui vivent sur la terre. What you'd be looking for is traditional knowledge. So people that have like hunted in that area, like specifically McKay, like elders that have been there year after year, even like born or growing up there. I think that would be good intel. Un reportage de Charlotte Marit Jacobs, Nouvelle nationale d'APTN, Yellowknife. Les Inuits du Nunavik ont élu leur président de la Société Makivik, une organisation qui gère des fonds découlant de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Pita Atami vient d'être élu à la présidence de Makivik pour un mandat de 3 ans. Il a remporté ses élections avec une majorité de 66,7 % des votes, dont le taux de participation à l'élection était de 41 %. Atami a fait campagne pour une plus grande unification entre les communautés inuites et la prospérité régionale. Il fait son retour à la présidence après 9 ans d'absence, alors qu'il y a siégé de 1998 à 2012. Un garçon de 9 ans, membre de la nation Anishinaabe, crée des vagues sur les médias sociaux grâce à ses talents sur la patinoire, qui celle-ci se retrouve dans sa propre cour. Un reportage de Darrell Stranger. Grâce à ces vidéos virales qui montrent ses talents de hockeyeur, Washi Egenot est en train de faire sa marque dans le monde du hockey. Le garçon âgé de 9 ans, des Algonquins de Barrier Lake, joue au hockey depuis qu'il a 4 ans. En raison de la pandémie, Washi ne peut pas aller jouer au hockey ou se pratiquer. Sa famille a donc décidé de construire une patinoire dans la cour arrière pour que son frère et lui puissent continuer de s'améliorer. Hockey is a huge thing with us. We have weekend games, we have weekday practices. So for us to lose that and for the boys to lose it, we wanted to, we said we would make an outdoor rink. And we had tried the bid last year, but
this year we wanted to make it bigger and better. La patinoire est complète. Il y a des petits panneaux autour et même des lumières pour que les enfants puissent jouer presque en tout temps. Les vidéos de Ouachier ont été vues des millions de fois sur les médias sociaux. La LNH a même publié des vidéos du garçon sur ses comptes de médias sociaux. Il dit adorer le fait d'être sur la glace et de tout ce qui concerne la patinoire. Having a backyard rink is awesome. I love skating, I love doing slap shots, and I love doing trick shots. I hope all you other kids keep on skating. Pour mettre son héritage culturel en valeur, la famille intègre également la musique autochtone dans ses vidéos. We were talking with my sister who is a singer for Black Bear. She sings the vocals for it as well, so we were trying to incorporate some of her music in there. We want to be able for Watch to be proud of who he is. So through these songs that they do sing, it makes them proud. For him, being First Nations and being recognized at this level, it was a huge deal for him. Ouachier voulait rappeler quelque chose à tous les enfants qui regardent ces vidéos. These trick shots are fun, but guys, remember, the most important part about hockey is playing as a team. Miigwech. Un reportage de Daryl Stranger, les nouvelles nationales d'APTN, Winnipeg. Après la pause, je vous présente Jennifer Buckle, Innu de Mashtoyash et étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal sur un sujet bien important mais invisible, l'itinérance dans les communautés. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons Jennifer Buckle, qui est Innu de Mashtoyash et qui étudie à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Elle étudie le phénomène de l'itinérance dans les communautés autochtones. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Sylvie, bonjour. Pouvez-vous nous décrire le phénomène de l'itinérance dans les communautés? Est-ce qu'elle existe? Oui, en fait, selon les recherches que j'ai commencé à faire, le phénomène de l'itinérance existe dans les communautés, sauf que le modèle d'explication de l'itinérance a vraiment été créé selon le modèle des personnes allochtones. Donc, souvent, c'est une itinérance qui est invisible, surtout quand on la compare avec l'itinérance des personnes autochtones dans les grands centres, par exemple, que ce soit Montréal, Val-d'Or. Puis aussi, c'est une itinérance qui est vécue différemment des personnes allochtones, simplement pour des raisons, en fait, colonialistes, mais aussi de relations avec le territoire qui est complètement différent, en fait, des personnes allochtones. Donc, tranquillement, on fait des recherches. Il y a des recherches qui ont été faites, en fait, pour décrire les phénomènes. Puis, on commence aussi à comprendre les causes tranquillement. Mais dans les recherches allochtones traditionnelles, on n'en parle que très peu. Vous avez vous-même été itinérante à Montréal. Parlez-nous de cette situation que vous avez vécue. Oui, en fait, toute ma vie, j'ai eu des petits problèmes quant à mon identité, quant à ma relation. Je suis née à Mashtoyash, mais on est parti à Québec seulement avec ma mère. Puis malheureusement, c'est ça, j'ai plus de lien pendant quelques années avec ma famille. Puis j'étais très malheureuse à Québec. J'ai simplement parti vers Montréal en espérant que tout se règle par magie, ce qui arrive souvent malheureusement dans les personnes, dans les communautés. Là, on va partir en pensant que tous nos problèmes se règlent, mais c'est pas le cas. Puis quand je suis arrivée à Montréal, en fait, c'est l'anxiété suivie aussi avec un manque d'argent, avec un manque de ressources, d'aide, qui a fait en sorte que j'ai dormi dehors pendant 1 an. J'ai pas passé d'hiver dehors. J'ai pu réussir à dormir chez l'un, chez l'autre. Puis c'est là que j'ai compris que c'était pas juste vivre dans la pauvreté, mais c'était vivre dans la violence. Puis j'ai aussi vu beaucoup de différences dans comment les gens sont traités, sont regardés.
différemment de s'ils étaient des personnes autochtones ou allochtones. Moi, quand j'étais avec des amis autochtones, puisque j'ai l'air blanche, j'avais pas le même traitement souvent, que ce soit de la part des policiers ou simplement des passants là, pendant qu'on quête ou qu'on dort ou qu'on parle, peu importe. Là. Puis ça m'a révoltée, en fait, de voir qu'on faisait violence sur des gens qui sont déjà dépourvus de tout, là, de leur territoire, de leur famille, de leur fierté. Donc, voilà. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait le lien entre la notion du nomadisme, la valeur là, et de l'itinérance aussi? Ben, en fait, le nomadisme, c'est un des premiers concepts qui est venu vraiment me chercher, que je trouve primordial, parce que c'est présenté comme un concept de recherche, un peu d'ethnocentrisme, mais moi, je vois vraiment ça comme de la violence, en fait. Le nomadisme, c'est que quand on fait des recherches pour comprendre l'itinérance, puisqu'on est basé sur une conceptualisation blanche de l'itinérance, on ne va pas compter les personnes itinérantes dans les centres comme itinérants. On va mettre ça en fait sur la faute de la culture nomade qui serait restée à l'intérieur de nous. Donc, un autochtone, par exemple, dans sa communauté, qui dort chez un cousin, ensuite chez un ami, se fait mettre dehors. Pour eux, pour les recherches, c'est pas de l'itinérance. Alors que ce qui est important de comprendre, c'est que l'itinérance, c'est hétérogène et être sans domicile fixe, c'est être itinérant. On a des choses qu'on peut pas accomplir quand on n'a pas la stabilité. Donc c'est ça, j'ai trouvé que c'était très violent, en fait, d'éliminer un phénomène des recherches, parce qu'au final, ça va aussi éliminer l'aide, que ce soit financière ou la formation de personnes. C'est très problématique. C'est sûr qu'on pourrait faire un lien avec la mouvance circulaire, qui est un concept très important dans l'itinérance autochtone. Souvent, les personnes vont quitter leur communauté, que ce soit par manque de travail, mauvais logement, toutes des choses qui découlent des anciennes techniques de colonisation. Mais il faut comprendre que c'est vraiment deux phénomènes différents. La mouvance circulaire, ça existe. C'est dû à certaines confrontations qu'ont les communautés, mais le nomadisme, c'est pas vrai. C'est pas vrai que les personnes autochtones ont moins besoin d'un toit aujourd'hui dans les communautés. Puis moi, je trouve ça très violent, en fait. Justement, si on se souvient à propos de Raphaël Nappa-André, le chef de sa communauté a dit que c'était le résultat d'un manque de logement dans les communautés. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, j'ai appris dans mes recherches qu'en plus des problèmes dans les communautés en termes de logement, on était aussi une des populations qui avait la plus de hausse démographique. Donc, on devient de plus en plus. Il n'y a pas de logement qui se fait dans la communauté. Si on prend dans les communautés nordiques, en fait, je sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais construire une maison dans les communautés nordiques, ça coûte... c'est impensable, en fait, comparé à nous, ce qu'on voit. Je vous souhaite une bonne étude pour un sujet aussi important qui touche les communautés et les villes. Je vous dis un gros merci. Jamais. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.